Bonjour et bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous pour un autre épisode d'Est francophone. Je m'appelle Kian Kassiri, je serai votre hôte pour ce soir. Je remplacerai notre très chère directrice du Nest francophone, Anna Soubaï. Alors aujourd'hui, on a un épisode spécial Mali et on a sélectionné deux très bonnes startups du Mali et on a hâte de vous les présenter. Pour ceux qui sont nouveaux pour le Nest est un rendez-vous hebdomadaire sur Zoom où on fait rencontrer deux entrepreneurs des pays émergents à des business angels. On a fait plus d'une vingtaine d'épisodes jusqu'à maintenant et les startups qui ont pitché au Nest ont levé plus de 2 millions de dollars d'avril jusqu'à maintenant. Donc, c'est du vrai impact et on parle de vrai investissement. Alors, avant de commencer l'émission, je voudrais faire quelques annonces pour les prochains épisodes. Le jeudi 19 novembre, on va partir au Caire pour un épisode spécial Égypte en partenariat avec Plastics Labs au Caire. Et pour l'épisode du 3 décembre, on va partir à Tunis pour un épisode spécial Tunisie en partenariat avec Plastics Labs Tunis. Et pour le 26 novembre, on a une émission assez spéciale qui s'appelle Nestcast Live. C'est la troisième ou le quatrième épisode du Nestcast Live. Et le format du Nestcast Live, c'est un débat sur un sujet d'actualité concernant l'activité VC, investissement et start-up innovation en Afrique. Donc, on aura un panel et un jury d'experts et on vous annoncera le sujet quelques jours avant, mais soyez au rendez-vous. Alors, avant de commencer et d'écouter, à écouter les pitchs de nos entrepreneurs, je voudrais vous rappeler quelques règles d'utilisateurs. Comme vous pouvez le remarquer, on est tous ici sur Zoom, dans une chambre Zoom normale et non pas un webinar. Et on a fait ce choix non pas par hasard. On veut vraiment que cette session soit interactive. Et donc, s'il vous plaît, vous pouvez interagir sur la chatbox, mais aussi ouvrir votre caméra et même votre micro. Pendant les pitchs des entrepreneurs, s'il vous plaît, fermez votre micro pour éviter des incidents. Et sinon, voilà, dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous. Nous voulons vraiment networker durant cette petite heure. Et d'ailleurs, je demanderai à notre équipe technique de lancer un chat qui va vous demander de quel continent est-ce que vous êtes en train de regarder cette émission. Ça nous aidera à mieux comprendre notre audience. Passons maintenant au vif du sujet. Nos entrepreneurs aujourd'hui sont avec nous Mahamadou Cissé et Mahaman Timbo. Mahamadou est le fondateur et PDG d'une startup qui s'appelle Ficasso. C'est une application mobile de livraison, les plats des meilleurs restaurants, vos courses et bien encore plus. Et en deuxième lieu, nous avons l'entrepreneur Mahaman Timbo, qui est le fondateur et PDG de SmartCap, qui est une solution IoT pour sécuriser et gérer des flottes de véhicules. Très intéressant et j'ai vraiment hâte d'entendre vos pitchs. Alors, passons maintenant au Business Angel. Nous avons avec nous Joseph Kouadi, qui est Business Angel en Afrique et un superviseur à Brown Brothers. Nous avons ma très chère compatriote Samar Loueti, fondatrice et présidente de Bridging Angels, et mon très bon ami Maxime Servetaz, entrepreneur, investisseur et directeur d'investissement à Untapped. Je vous laisse faire les présentations. Joseph ou alors Samar, si vous voulez, pouvez-vous brièvement vous présenter? Je dirais les femmes d'abord. Allez-y. Problème. Donc, merci encore une fois à The Nest pour cette invitation, pour cette opportunité de rencontrer de nouvelles startups africaines. Donc, je me présente, Samar Louati. Je suis en effet cofondatrice et présidente de Bridging Angels, mais je suis ingénieure de formation. Je suis spécialiste des marchés financiers et des systèmes d'information, entre autres termes de la fintech B2B pour les banques d'investissement et les asset managers. Je suis également ici en France
France membre de FBA, Femmes Business Angel, qui est le seul réseau féminin d'investisseuses en France et le premier en Europe. Et donc, j'ai cofondé avec une belle pochette d'entrepreneurs et d'investisseurs issus de la diaspora africaine, le réseau Bridging Angels. On est, comme je disais, issus principalement des diasporas, c'est-à-dire que parmi nos membres fondateurs, nous comptons 5 pays africains, dont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous avons pour ambition, comme notre nom l'indique, de construire des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. Et je vois que vous êtes aussi avec nous dans The Nest sur cette même vision et ambition. Et donc, c'est excellent. Et notre cible d'investissement, on cible plutôt des startups en early stage, mais qui ont déjà fait leurs preuves sur le plan local et qui souhaitent justement aller vers une expansion sur le plan régional ou international. Nous visons à peu près à titre indicatif des startups qui font déjà entre 5 et 20 000 euros de MRR. Nos partenaires, nous positionnons vraiment en tant que partenaire stratégique des startups que nous accompagnons. Donc, au-delà de l'investissement en equity, nous souhaitons vraiment apporter notre expertise métier multisectorielle dans différents domaines, nos capacités d'organisation, de gestion d'entreprise et notre savoir-faire en termes de levée de fonds et de financement, y compris participatif. Bref, je ne veux pas être longue, donc je vais m'arrêter là et j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous aujourd'hui l'écosystème et les startups maliennes qu'on connaît, j'avoue, très peu pour l'instant. Excellent, Samar. Et je peux vous promettre que ce qu'a présenté Samar est une toute petite partie de toutes les activités qu'elle fait. C'est l'une des personnes les plus actives que je connaisse. Joseph, à vous. Après la présentation de Samar, je ne sais pas si je pourrais dire mieux, faire mieux. Pareillement. Donc, merci encore à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Joseph Quadio. Je suis superviseur chez Brown Brothers Harriman à Luxembourg. Donc, je réside au Luxembourg. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, je travaille dans l'environnement des fonds d'investissement, donc précisément les fonds alternatifs, private equity, real estate, etc. Et j'interviens ici en tant qu'angel, donc on va dire un peu solo. À l'une des éditions passées, j'ai donné mon accord pour investir dans une startup. Donc là, je viens pour découvrir ce qu'il y a au Mali. Si je suis intéressé, pourquoi pas m'investir. Donc, quand je parle d'investissement, bien entendu financier, mais aussi technique avec mon background en finance et en comptabilité et tout le reste, quoi. Voilà. Félicitations, je suis content d'entendre que vous avez aimé l'une de nos startups et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous revenez et vous en demandez plus. Et on a beaucoup de startups pour vous, donc merci de revenir chaque jeudi et de nous suivre dans notre rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, place au troisième Angèle, mon ami Maxime. Bonjour. Merci Kian et merci à toute l'équipe du Nest pour votre invitation. Je m'appelle Maxime, je suis franco-suisse. J'ai 6 ans d'expérience dans la finance en Afrique. J'ai travaillé au Maroc, au Cameroun et maintenant au Kenya. Et je suis actuellement directeur des investissements pour le fonds Untapped, qui est un fonds qui a pour but de financer des machines productives de manière à permettre à des entrepreneurs ou à des PME d'accéder aux machines dont ils ont besoin pour pouvoir créer de la valeur, créer des produits et repayer ces machines sur la base des revenus qu'elles créent. On investit en ce moment beaucoup dans le secteur de la mobilité. On a financé des motos dans différents pays d'Afrique, mais on a intervenu aussi dans le secteur de l'eau et dans le secteur agricole. On a déjà financé l'entreprise au Mali. On travaille actuellement avec l'entreprise Téliman qui fait des mototaxis au Mali. Donc, on est déjà familier avec le marché malien et très enthousiaste avec ce marché-là dans lequel il y a beaucoup d'opportunités et dans lequel la moto et le transport moto est naissant. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir entendre ce que les entrepreneurs ont à nous proposer et peut-être leur proposer des solutions de financement du parc de motos et de leur flotte de véhicules. Merci beaucoup, Maxime. Il est important de noter que Untapped, la société de Maxime, est à l'origine du Nest. C'est la société Untapped qui a commencé cette émission.
Et je voudrais demander, Maxime, si quelqu'un est intéressé par du financement de ces machines productives, comment on fait pour vous contacter? Alors, je peux vous mettre mon adresse mail sur le chat. On est aussi contactable via notre site internet. On peut intervenir sur l'ensemble du continent africain, en Afrique francophone comme en Afrique anglophone. On regarde le business case et l'opportunité. Et si ça marche, on peut intervenir très rapidement. En un mois, on peut prendre une décision. Très bien, ça marche. Bah, vous avez l'email de Maxime dans le chat. Et si vous avez besoin de financement pour des machines productives pour votre PME, n'hésitez pas à le contacter et à contacter l'entreprise Untapped. Bah, vous voyez maintenant s'afficher le résultat de notre premier sondage et plus de 90% de nos spectateurs sont en Afrique. Ça fait plaisir et ça montre une très grande que les Africains donnent une très grande importance à ce genre d'initiative et à cette émission, et on veut entendre et écouter plus de startups pitcher, avoir des investisseurs investir. J'espère qu'aujourd'hui, vous mettrez la main dans votre portefeuille pour investir dans deux startups. Alors, juste avant de commencer par les pitchs, je voudrais juste vous dire que vous pouvez nous contacter à l'équipe Nest dans notre site web www.findthenest.org qui sera affiché dans la chatbox. S'il vous plaît, suivez-nous sur Twitter, sur LinkedIn. On va aussi vous envoyer un lien pour vous abonner à notre calendrier. Et comme ça, en un clic, vous serez tout le temps abonné à tous nos prochains épisodes. Vous n'aurez pas à devoir vous enregistrer à chaque fois. Donc voilà, fini les présentations. On commence maintenant par le vif du sujet. On commence avec la startup Ficasso et par l'entrepreneur Mahamadou Cissé. Mahamadou, est-ce que vous êtes prêt? Vous aurez exactement 5 minutes pour pitcher. À la fin des 5 minutes, on va devoir vous arrêter. Après, il y aura une vingtaine de minutes de Q&A avec nos investisseurs. Alors, le compte à rebours commencera dès que vous partagerez votre écran. Bon courage, Mahamadou. On a hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager et vous me dites si c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Mahamadou Cissé, promoteur de la société Ficasso. Alors, étant donné que j'ai 5 minutes, je vais aller rapidement. Ficasso, c'est une plateforme de livraison de plats cuisinés, mais de courses également. Nous avons la plupart des restaurants de la capitale malienne qui sont référencés sur l'application. Alors, le système est simple. On a développé 3 solutions. Une première solution qui permet à vous et moi, utilisateurs, de télécharger l'application, avoir accès au menu des restaurants. Une deuxième application qui permet aux restaurateurs de recevoir les commandes sur une tablette, donc gérer ces commandes. Et une troisième application qui permet à nos livreurs de pouvoir recevoir les commandes sur leur téléphone et géolocaliser au même moment les clients. Enfin, les clients se géolocalisent, c'est des livreurs qui viennent en eux. Alors, la demande sur le marché malien est forte, mais l'offre est très, très réduite. Nous sommes la première société à développer une telle application, un tel système. On a des sociétés qui ont juste des petits scooters qui livrent d'une manière, je ne dirais pas informelle, mais en tout cas, c'est des restaurateurs qui les engagent pour qu'ils puissent livrer. Et nous, notre modèle, c'est que nous apportons un chiffre d'affaires au restaurant puisque les clients passent par notre application pour rejoindre les clients. L'application est développée sur Apple Store et Play Store. La précision est détail parce que pour développer une application pour iPhone, pour Android, enfin pour iPhone, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'investissement. Mais nous avons remarqué aussi que 90% de nos utilisateurs passent commande à travers un terminal Apple Store. Bon, ceci s'explique peut-être par le portefeuille ou en tout cas les gens qui peuvent se permettre d'acheter un iPhone sont des gens qui vont souvent dans des restaurants, donc qui sont souvent menés à commander. Ce sont nos propres images. Chaque restaurant, on lui offre un pack d'arrivée. On se déplace avec une équipe de photographes, prendre tous les plats en photo au lieu d'aller chercher sur les banques d'images. Donc, ce sont les vrais plats qui sont pris en photo, traités, intégrés à l'application. Alors, ce sont les mêmes prix. C'est-à-dire qu'un client qui achète une pizza à 5 000 francs CFA dans un restaurant, sur l'application, il va l'acheter au même prix. Donc, ce n'est pas un frein pour les clients. Il a juste les frais de livraison à payer.
C'est une application qui est intuitive, facile d'utilisation. C'est vraiment très simplifié. Parce que souvent, en Afrique, on a tendance à nous freiner en disant que c'est une nouvelle technologie, les gens ne sont pas adaptés, ne sont pas prêts à utiliser une telle technologie. Mais souvent, moi, je les réponds en disant que 20 ans en arrière, on disait que les Africains ne pouvaient pas utiliser d'iPhone. Et maintenant, on a tous beaucoup de smartphones. Donc, c'est assez facile, aussi facile qu'un réseau social. Et comme je le dis, les premiers freins auxquels on était confronté aussi, c'était la géolocalisation. Ici, à Bamako, les rues ne sont pas forcément toutes codifiées. Donc, il fallait trouver une parade, une solution qui permette au client de partager sa position GPS, un peu comme sur WhatsApp, comme on peut le voir. Donc, c'est une coordonnée bien précise qui est partagée avec l'application. Donc, on a pu résoudre ce problème. Maintenant, je parlais du système de géolocalisation. On a aussi un service client qui assure en tout cas le suivi. Quand un client a un petit souci avec son plat ou il a des questions à poser, ce n'est pas que l'application et il est laissé dans la nature. On a une partie back-office, on a une équipe qui est au bureau, qui est là 7 jours sur 7, tous les jours de 7h à 22h, pour répondre aux appels et aiguiller les clients. Maintenant, ça se fait en 3 étapes. Vous rentrez dans l'application, vous passez la commande, vous faites votre panier plutôt, et ensuite vous arrivez au moment du paiement. Et le paiement, c'est fait avec 3 systèmes, soit en cash, donc à la livraison, soit en Orange Money, enfin paiement mobile, j'ai pris Orange, mais il y a d'autres systèmes de paiement mobile, ou en PayPal. Donc ça, on a facilité ça parce qu'on a une forte clientèle qui sont des expatriés ou qui sont même établis à l'étranger, qui veulent commander des denrées alimentaires pour leur famille rester au pays. Comme je l'ai dit, en plus de la restauration, nous avons intégré des supermarchés, mais on a aussi intégré une boutique qui permet d'acheter des sacs de riz, des kilos de pommes de terre ou tout ce dont ils ont besoin pour livrer leur famille. Maintenant, on est à la pointe de la technologie. Comme je disais, les clients pourront suivre sa commande en temps réel. Il reçoit des notifications, la commande est en préparation, la commande est en route, est arrivée. Il peut même voir sur un GPS la progression du livreur, comme on peut le voir sur l'image. Alors, notre clientèle, c'est 30% de particuliers, 30% des entreprises. On a aussi des ONG, souvent qui passent même des grosses commandes. Comme on le sait, le Mali traverse un moment très difficile. Donc, sur le plan sécuritaire, on a un contingent important des Nations Unies, de la MINUSMA et autres qui sont là, qui sont une base de notre clientèle. Maintenant, les frais de livraison sont calculés par rapport au périmètre. Voilà, c'est là où je viens au business model. Nous gagnons de l'argent sur les frais de livraison, mais aussi les commissions que nous prélevons auprès d'un restaurateur. Je prends un exemple simple. Un restaurateur A, je veux le voir, je lui dis que je lui apporte du chiffre d'affaires, je lui apporte une nouvelle clientèle. J'ai négocié un pourcentage qui va de 10 à 20%. Donc, sur chaque commande, moi, j'ai 10 à 20% avec les restaurateurs. En Mohamedou, il vous reste 10 secondes. Excusez-moi. OK. Alors, les derniers volets qu'on va rajouter, c'est les volets livraison de courrier ou messagerie avec un système B2B qui nous permet en tout cas d'avoir une stabilité, une certaine stabilité pour qu'il n'y ait pas trop de fluctuations voilà, en du B2C. Donc, ça, c'est un service que nous allons développer. C'est une équipe jeune, formidable et qui crée des emplois. Voilà, je vous remercie. Merci. Pile poil, 5 minutes. Merci beaucoup, Mohamedou. Excellent pitch. Sans plus tarder, je donne la parole à notre très cher Ange. Que pensez-vous du business de Mohamedou et de Ficasso? Et avez-vous des questions à lui poser? Alors, oui, j'ai des questions. Je ne sais pas comment Allez-y. je peux y aller. Merci beaucoup pour cette présentation, mais voilà, je reste sur ma faim sur certains sujets, notamment la taille du marché. Je sais qu'au Mali, le taux de pénétration d'Internet, il est assez faible, donc je serais vraiment curieuse de savoir quelle est votre cible en termes de taille de marché et d'un point de vue business model. Donc, j'ai compris que vous prenez une commission de 10-20% sur, du coup, les restaurants. Est-ce tout? Et quels sont vos revenus, du coup, actuels? D'accord. Merci beaucoup pour la pertinence de vos questions. Effectivement, cette partie a un peu manqué dans la présentation. La taille du marché, souvent, on le dit, hein, l'Internet est un luxe ici, donc tout le monde n'a pas accès à Internet, mais de plus en plus, ça se démocratise. Hein. Les forfaits commencent à être vendus à bas coût, on commence à avoir des connexions ADSL ou des Wi-Fi dans les maisons. Donc, à ce niveau, ce n'est plus beaucoup un frein et c'est une application qui est assez légère, qui ne consomme pas beaucoup. Maintenant, on a une base de données qui est
je vous donne quelques chiffres rapidement. En téléchargement iOS pour iPhone, on est à 4730 téléchargements. Il faut savoir que c'est une société qui date de seulement d'une année. Alors, nous sommes encore une toute jeune société. Et en utilisateur unique sur le web, nous sommes à 13 080 utilisateurs uniques sur le web. Maintenant, je vais vous donner rapidement des informations pour Android. Alors, les chiffres d'affaires, les revenus cumulés depuis le début jusqu'à maintenant, en CA, nous sommes à 10 304 000 francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre chiffre d'affaires. Et sachant qu'on n'a pas de communication, on a des moyens réduits. On fait une campagne massive qu'on ne puisse pas satisfaire. Maintenant, Bonsoir, la demande, elle est là, sans citer de livraison. Vous allez bien? Allô? Ça va. Oui, je vous entends. Je crois qu'il y a un autre micro, en fait. Oui, je crois qu'il y a un autre micro. À midi. Je vais demander à notre équipe Alassane, ça y est. Alassane, c'est bon, c'est fait. Ah, OK, parfait. Donc, voilà, rapidement, juste pour revenir sur ce que je disais, j'ai donné quelques chiffres en disant que nous sommes à plus de 10 millions de chiffres d'affaires, mais c'est parce qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas beaucoup de capacité de livraison. Mais la demande, elle est là. Je parlais du contingent de la MINUSMA, vous avez une forte diaspora qui retourne et vous avez les cadres moyens, les cadres supérieurs maliens qui sortent pour aller au restaurant. Toute personne qui peut se permettre d'aller manger dans un restaurant est une cible pour nous, est un potentiel client pour nous. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Et avant que l'un des autres investisseurs commence à poser des questions, je voudrais aussi demander à l'audience de poser vos questions dans le chat box. Comme ça, je choisirai quelques questions et je les poserai à notre entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Joseph, Maxime, avez-vous des questions à notre entrepreneur? Oui, je vais y aller, si Maxime me permet. Non, je vous en prie. Merci Mahamadou pour ta présentation. C'est une belle présentation. Donc, je vais aller rapidement. Il y avait des points sur lesquels j'avais quelques questions, mais Samar les a posés, donc j'ai eu quelques réponses. Première question déjà, Ficasso, qu'est-ce que ça signifie déjà? Commencer, donc, Ficasso. Donc, Et ensuite, j'avais une problématique par rapport à la géolocalisation. Ouais. Donc, vrai, vous avez mentionné le point. C'est vrai qu'en Afrique, c'est un gros souci majeur. Donc, on n'a pas de rues comme c'est le cas en Europe, etc. Ouais. En général, c'est des points, c'est des repères qu'on utilise. Telle personne habite à côté d'une station-service, etc. Est-ce que ça fonctionne bien à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez à peu près une estimation sans livraison, il y a eu combien de plaintes? Parfois, il y a des clients qui ne reçoivent pas leurs marchandises, qui se plaignent parce que le livreur, il n'a pas fait attendre. Donc, à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà quelques chiffres à nous communiquer? Okay. Troisième question, c'est par rapport à la concurrence. Donc, oui. En général, ce genre de marché-là, on commence jamais les tout premiers. Est-ce que vous avez, au niveau de la concurrence, comment vous vous situez? Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir un peu au Mali qui est leader dans ce domaine, mais comment vous vous situez par rapport à la concurrence? Et puis, dernière question, j'ai deux dernières questions. Désolé, j'en ai beaucoup. La première, c'est la première des deux, c'est par rapport à la clientèle extérieure. Vous m'avez parlé de clientèle extérieure. Oui. Il y a des personnes, je suppose, ces gens de la diaspora, qui peuvent faire des commandes sur l'application pour leurs familles qui sont résidentes au Mali. Donc, je suppose qu'elles utilisent à peu près PayPal pour payer parce qu'il n'y a pas Orange Money en Europe, etc. Donc, à ce niveau-là, à combien elle est estimée, en fait? Quelle est la proportion, en fait, de ces clientèles extérieures-là dans votre base de données actuelle? Et puis, dernière question, quels sont vos besoins actuels, financiers, chiffrés, bien sûr, matériels ou besoins techniques, etc. Voilà. Très bien. Merci à vous pour toutes vos questions. Elles sont toutes pertinentes. D'abord, Ficasso, c'est un mot bambara. Ça veut dire jusqu'à chez vous. Ficasso, jusqu'à chez vous. Donc, on a trouvé ça original et ça passait bien. Maintenant, pour la géolocalisation, oui, c'était une parade. Hein. Il fallait que je passe par des développeurs en Inde, en Tunisie, en France. On a eu pas mal de travail là-dessus. Mais ça marche à quelques mètres près. Mais à cet effet, ils partagent un point GPS. Voilà. Longitude, latitude, c'est une coordonnée bien précise. Maintenant, il y a une case qui est prévue
où ils peuvent mettre un commentaire. Arrivez au niveau de la pharmacie, appelez-moi, ou arrivez au niveau de la mosquée, appelez-moi pour plus de précision. Et sinon, l'application arrive à nous mener jusqu'au point. Maintenant, en partageant la position, c'est une carte, hein, souvent il faut glisser. Il y a 10, 5 mètres de différence, mais arrivé à ces points, ils appellent les clients. Donc ça, c'est la partie géolocalisation. Ça marche plutôt pas mal. Au début, les gens avaient du mal. Mais nous avons fait des petits tutoriels parce qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et ça passe. Maintenant, la concurrence, effectivement, comme vous le dites, hein, c'est un pays qui est assez vierge, un peu un continent qui est assez vierge. Il y a tellement d'opportunités. Et dès qu'il y a une idée qui sort, vous avez forcément des concurrents en face. Mais nous sommes la seule société qui a pu, enfin la première déjà, à développer une solution applicative pour Android et iOS. Après, derrière nous, on a une autre société qui a essayé, qui a développé une petite application sans vouloir dénigrer la concurrence, mais voilà, seulement sur Android et qui a une ou deux motos. Et on a un troisième concurrent qui a plus de flotte que nous, mais qui n'a pas de page web ou d'application. Ils vont se stationner devant le restaurant. Une fois que la commande est passée par téléphone au restaurateur, ensuite, ils remettent les clients. Ils sont dépendants du restaurant. Alors que moi, j'ai créé les chiffres d'affaires que j'amène chez les restaurateurs parce qu'on envoie des systèmes de notification, des push. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner, aujourd'hui le plat du jour, pour inciter les gens à la commande. Donc, sans aucune prétention, en termes de technologie, nous sommes la société qui est en tête, mais financièrement, nous venons derrière une autre qui a plus de moyens. Maintenant, il y a Téliman, mais comme Maxime en parlait tout à l'heure, et ils sont plus axés mototaxi, mais de plus en plus, ils essaient de grignoter sur notre plate-bande en livrant des plats. Et c'est de la concurrence, hein, chacun essaie de faire comme il peut. Et ça sera aussi peut-être notre seconde phase. Nous allons aussi aller vers le mototaxi, parce que c'est un marché qui est en pleine expansion. Maintenant, pour revenir à l'autre question concernant les clients extérieurs, ouais, essentiellement, c'est PayPal. Ils les font par PayPal parce que je donnais cette possibilité aux gens de commander et qu'on a un compte associé. Et ça représente au moins 30%. En tout cas, ça, ce n'est pas ceux qui sont établis à l'extérieur, mais ceux qui payent par PayPal. Parce qu'on a des vacanciers qui sont là également. On a des gens qui font la navette entre l'Europe et l'Afrique, donc qui ont toujours un compte PayPal. Donc, voilà, on a en tout cas, il y a une forte demande à ce niveau. Maintenant, pour les besoins sont énormes, mais nous, on a quantifié à peu près à 23 millions. Et ces 23 millions, il y a l'achat des motos, l'acquisition des motos, quelques matériels informatiques, peut-être quelques mobiliers, parce qu'on aimerait avoir des locaux, en tout cas, qui soient à l'image de la société moderne. Mais ce n'est pas là où on veut plus investir, mais c'est plus augmenter notre flotte, notre capacité de livraison. Les sacs de livraison, je n'en ai pas parlé, nous utilisons des sacs isothermes. Nous sommes la première société à faire ça. Et donc, des sacs qui permettent à ce qu'une glace glacée arrive et puis un plat chaud arrive chaud. Voilà. Donc, et puis, bon, il y a l'hygiène qui est respectée. Donc, nous sommes à 23 millions de. Voilà, la demande est à ce niveau. Voilà. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais bon, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour des très claires et précises réponses. Place à vous, Maxime. OK. Merci beaucoup, Mahamadou, pour la présentation. Je viens de regarder le site et je vous avoue que ça m'a déjà donné faim, hein. Eh ben, voilà. Malheureusement, on n'y peut pas gagner encore. Ah, malheureusement, mais vous avez de la concurrence, hein. Mais le site est bien fait, c'est vraiment très bien, très, très intuitif. J'aurais plusieurs questions autour du business model et ouais, vraiment de la question des besoins financiers. Ouais. Ma première question, est-ce que c'est vous qui êtes propriétaire des motobikes ou est-ce que c'est les livreurs? Pertinent comme question, c'est moi. J'ai fait ce choix parce qu'au début, je voulais vraiment essayer de faire comme Uber en allant dans les universités, installer l'application sur les téléphones des étudiants. Et s'ils ont une après-midi ou une demi-journée de libre, ils se mettent online, ils livrent. Mais malheureusement, sans encore une fois plus être critique, la rigueur n'est pas forcément c'est à quoi on habitue les étudiants ici parce qu'ils n'ont pas fait de petit boulot. Donc, je me suis dit, un cadre qui commande un plat et il suffit que les jeunes me disent qu'il a eu une panne ou que son papa a pris sa moto et c'est un client que je veux perdre. Donc, je n'ai pas voulu prendre ces risques. J'ai investi dans des motos. Donc, ce sont mes livreurs qui travaillent en tant qu'indépendants, mais mes motos, mes sacs voilà, vraiment. Et même l'image des marques est importante. Les motos qui sont tout le temps propres, qui sont brandées, efficaces. Et voilà. OK. Donc, une fois que ça c'est dit, quand on achète des motos et quand on est propriétaire, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur retour sur son investissement. Et donc, pour vous, ce qui est important, c'est quel est le taux d'utilisation des motos. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on fait de la livraison de repas, on est très actif entre 11h et 1h30 le midi.
on peut être assez actif entre 19h et 21h, mais le reste du temps, le petit-déj, les gens vont très peu commander le petit-déj sur la plateforme. Et le reste du temps, je me demande un peu à quoi vos motos servent. En même temps, vous avez parlé de plusieurs choses, que vous faisiez aussi de la livraison de produits de supermarché et que vous faisiez aussi, vous permettez aussi à la diaspora de commander à distance de la nourriture. Et vous avez aussi dit à la fin que vous faisiez une activité B2B de transfert de courrier. C'est plein de business models différents. Il y a plein d'entreprises qui ont fait uniquement un business. Par exemple, la Free Market était sur le cash to good avec cette idée-là. Jumia Food est spécialisé sur la livraison de repas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui marche super bien. Sandy au Kenya fait plutôt la partie livraison de courrier et livraison pour les entreprises. Donc, que vous ayez commencé par les repas, je veux bien croire qu'il y avait un besoin et il y a quand même un marché à aller pénétrer. Même si je ne suis pas certain que la scalabilité de pouvoir fournir les expats ou les Maliens ou les cadres supérieurs qui peuvent acheter des plats à 5 000 francs soit très élevée. Mais dans le fond, quelle est votre stratégie pour augmenter significativement le taux d'utilisation de vos motos et vous assurer que plus on vous donne des motos, plus vous arrivez à créer de l'argent avec? D'accord. Merci beaucoup et je vois que vous maîtrisez vraiment ce domaine. Effectivement, il y a des pics, il y a des roches, comme on le dit. Ici, c'est on va dire 11h à 15h à peu près et de 19h à 21h, comme vous l'avez précédemment dit. Et c'est d'où l'idée de faire d'autres services autres que le repas. Parce que pendant ces laps de temps, les livreurs sont assis au bureau ou peut-être dans un coin de la ville. Et c'est là où l'idée m'est venue de dire pourquoi ne pas rajouter un service courrier. Pendant ce temps, on a le temps de planifier, on a le temps de réfléchir à la livraison de courrier par secteur. Pour être même plus complet avec vous, il y a une deuxième application qui est en développement en phase test. On aura non seulement la restauration, on aura les pressings, puisqu'on a fait l'acquisition d'une camionnette qui nous permettra d'aller collecter du linge et puis ramener ça à une chaîne de pressing qu'on a à Bamako. On a une chaîne de pharmacies et des boutiques. Voilà, on a vraiment élargi pour pouvoir rentabiliser au maximum l'investissement. Comme je le dis, on ne communique pas, mais on arrive à payer nos charges, à payer nos salariés. Mais l'amortissement des motos, je sais que ça ne se fera pas qu'avec le plat, d'où l'idée de rajouter ces autres services. Maintenant, si vous voulez m'accorder plus de motos, je vous convaincrai de dire que avec la partie courrier, c'est du B2B. Si j'ai un contrat de 12 mois, c'est sûr que c'est un contrat de 12 mois. Alors que côté repas, il suffit que Joseph n'ait plus d'argent ou n'ait plus faim pour qu'il ne commande pas. Donc, je ne peux pas me projeter sur du long terme sur la partie repas. D'où l'idée de passer sur la partie, comment on appelle, courrier. Mais c'est peut-être la petite erreur que les gens font souvent en disant qu'il n'y a pas assez de commandes. Mais je vous assure, actuellement, moi, je ne peux pas livrer les commandes que j'ai. Je ne peux pas tout livrer. J'ai eu même à faire appel à Télément parce que je n'ai pas assez de motos. Paradoxalement, les gens commandent beaucoup, surtout pendant Covid. Les gens ne bougeaient pas de chez eux. Ils passaient commande. On a des expatriés énormes ici à Bamako. On a presque tous les pays. On a 32 nationalités ici au Mali. Comprenez facilement que c'est des gens qui ont ces mêmes habitudes dans leur pays et qui vont utiliser ces services ici au Mali. Ok, très, très, très clair pour moi. Juste, moi, j'ai peut-être raté le nombre de motos de la flotte actuelle que vous avez. Elle est de combien? Alors, nous sommes à 6 motos. On a commencé avec 5. Et justement, peut-être on est allé vers maximum parce que c'est les mêmes motos que Telima utilise. En termes de rentabilité, c'était les Jakarta, moins cher, c'est vrai, mais sur la durée, on a trouvé qu'elle s'usait très facilement. Donc, je viens de faire l'acquisition d'une autre moto voilà, qui permet d'être, qui est plus solide. On a 6 motos actuellement pour 7 livreurs. D'accord. Okay. Et sinon, vous avez parlé effectivement d'un besoin de 23 millions de francs CFA. Oui. Pour combien de pourcentage, enfin, vous êtes prêt à céder sur votre entreprise? Très honnêtement, je ne suis pas préparé à cette question, mais il faut peut-être dans la négociation, à vous de me convaincre. C'est certainement que vous allez demander plus et moi, je vais vous proposer moins. Et dans la négociation, on pourra trouver un compromis. Donc, j'imagine que vous n'avez pas non plus réfléchi aux perspectives de sortie pour des éventuels investisseurs? Si, par exemple, il y a une société sénégalaise dont je vais taire le nom qui nous ont contactés. Ils ont dit soit ils veulent nous racheter ou investir. Bon, on est en échange, ce n'est pas encore poussé parce que moi, mon intention, c'est aussi exporter ces modèles. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. On a Jumia, on a Glovo.
Mais on a la Guinée, on a aussi le Nigeria ou d'autres pays, enfin le Niger, pardon, où ce n'est pas encore très développé. Donc oui, nous sommes prêts à nous ouvrir, non seulement à des investisseurs, mais aussi à exporter ces modèles ailleurs. Parce qu'il faut le comprendre, une fois que la solution elle est développée, nous n'avons plus qu'à l'adapter au pays. Voilà, il n'y a plus un gros travail à faire en termes d'informatique, enfin, en termes de technologie. Merci. Excellent. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y a une question du public qui revient, c'est vous avez parlé de votre nombre total de revenus, mais l'audience est curieuse de connaître sur les 13 000 utilisateurs uniques sur le web, combien de commandes vous avez par mois. Je sais que c'est un chiffre qui peut être fragile, mais si vous pouvez donner une approximation, combien de commandes vous aviez eu le dernier mois, juste pour connaître le niveau de traction. D'accord. Alors, j'ai peut-être des concurrents dans les buissons, dans le public, donc je vais essayer d'être approximatif. Nous sommes entre 40 et 50 commandes par jour. Voilà, et il faudra amener ça à l'échelle du mois. Et comme une fois de plus, sans communication, sans flyer, sans panneau, rien du tout. Enfin, du bouche à oreille et les réseaux sociaux. Très bien. Vous dire à tel point qu'il y a un besoin. C'est très clair. Merci beaucoup, Mahamadou. Maintenant, on passe au mot des investisseurs pour savoir s'ils sont prêts à soit investir aujourd'hui, soit vouloir demander un autre rendez-vous et passer en due diligence et essayer de mieux comprendre les détails du business, ou alors de dire non, ce business n'est pas pour eux, il n'est pas intéressant pour eux. Qui veut commencer? Je peux commencer, ça me dérange pas. Ouais. Honnêtement, franchement, j'ai bien apprécié la présentation. J'avoue que le business model il est intéressant. Je ne suis pas un grand connaisseur de ce secteur d'activité, mais j'ai envie de dire que je suis prêt à chercher à savoir plus. Et pourquoi pas, en fonction de la rentabilité, de l'analyse approfondie des habitudes de consommation, surtout au Mali. Le Mali, je ne connais pas trop. La Côte d'Ivoire, je connais, mais je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, les limites, les difficultés, etc. Et pourquoi pas investir. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Excellent. Merci beaucoup, Joseph. Au prochain. Je peux y aller. Moi, je suis assez enthousiaste sur le Mali parce qu'il y a beaucoup de ces services qui n'existent pas et sont à créer. Et je pense qu'il y a un potentiel business case à développer ce type de business qui en soi en rien d'innovant, parce qu'on a déjà vu dans beaucoup de pays, mais dans des géographies dans lesquelles ils ne sont pas disponibles, dans les différents marchés dont vous avez parlé, Mahamadou, et je pense qu'il y aurait une place à prendre. La meilleure que ce que fait Téliman, c'est rien d'exceptionnel, même s'il y a un peu d'innovation dans le business model, mais au Mali, ça n'existait pas, et donc c'est une raison suffisante pour grandir. Ce que j'aurais besoin de comprendre, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans ce marché-là, quelle est la place que vous voulez prendre, et qu'est-ce qui prouve que vous allez avoir une place intéressante. Si Téliman, par exemple, est sur les mototaxis et sur la livraison pour les grosses entreprises, est-ce que vous allez faire tout ce qui est livraison rapide, tout ce qui est un peu le Jumia Food et le Glovo du Mali? Et ça pourrait être une raison suffisante pour prouver que vous êtes capable de faire quelque chose avec votre investissement. Donc moi, je suis assez intéressé, mais c'est plus à vous de me prouver que vous êtes capable d'absorber du capital et de faire des choses intéressantes avec, de manière à pas seulement, la question, c'est pas savoir si je vous donne 10 motos, est-ce que vous allez les rendre utiles, c'est si je vous donne 100 motos, si je vous donne 1000 motos, si je vous donne 10 000 motos, comment est-ce que vous allez faire pour être sûr qu'elles tournent toutes à 90% tous les jours. Et si vous arrivez à me convaincre, il n'y a pas de problème à avancer là-dessus. Excellent. Affaire à suivre. Donc, nous avons deux anges pour l'instant qui sont intéressés à connaître plus. Et d'abord, je voudrais juste partager une anecdote de notre côté sur le Nest. On a vu beaucoup d'investisseurs créer des syndicats et investir ensemble. Je pense que cette méthode est assez optimale car ça aide aussi les investisseurs à partager l'étape de due diligence. Peut-être que les investisseurs ont des perspectives différentes et ont des connaissances différentes. Donc, si un des anges peut aider dans la partie marketing, l'autre dans la partie taille de marché et l'autre qui connaît très bien la finance, un syndicat peut être très utile. Maintenant, place à notre troisième ange, Sama. Est-ce que vous êtes intéressé à investir aujourd'hui ou rejoindre nos deux autres anges dans une partie due diligence ou alors directement dire non?
Alors, déjà aussi, je remercie à nouveau Mamadou pour la qualité de sa présentation et surtout pour le travail qui a l'air très professionnel et franchement, je trouve que la boîte, elle a un sérieux avantage concurrentiel justement au Mali et elle a toutes les chances. C'est un marché, on a un associé qui dit souvent que c'est un marché où le premier prend le tout en fait. Donc, comme vous êtes le premier, donc vous avez de fortes chances à croître normalement et voire exponentiellement au moins sur le pays. Maintenant, si je parle ici aujourd'hui, je suis avec la casquette de Bridging Angels, c'est enfin, il nous faut une dimension un peu régionale, voire internationale. Or, pour l'instant, je pense que votre marché, celui que vous devez prendre en totalité quasiment, c'est le Mali en fait. Vous devez vous concentrer là-dessus pendant au moins quelques temps avant d'aller ailleurs. Aussi, à titre personnel, j'investis dans une boîte en Tunisie qui fait exactement la même chose que vous. Et un de nos associés aussi fait la même chose en Algérie. Donc, je suis volontaire, bien sûr, pour vous mettre en contact s'il y a besoin. Mais à ce stade, en tous les cas, je pense que notre réseau ne va pas investir en equity. Voilà. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Il vaut mieux dire un non dès le début plutôt que de laisser traîner des entrepreneurs pendant des mois et des mois. Et merci d'avoir proposé de mettre en contact Mamadou avec d'autres entrepreneurs et investisseurs qui s'y connaissent dans le domaine. C'est aussi ça le Nest, c'est du networking, c'est trouver des partenaires, trouver des clients, non, et pas seulement de l'investissement. Euh, Passons maintenant les résultats du poll. Alors, il y a quelques minutes, vous aviez vu une question apparaître. Combien êtes-vous prêt à investir dans cette startup? Les résultats sont assez encourageants. On a plus de 70% des gens qui veulent investir plus de $5 000. Bah, ça montre que le projet paraît intéressant et qu'il y a de l'intérêt chez de l'audience. Euh, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et félicitations pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. Il faut sans cesse le rappeler. Être investisseur, c'est un peu plus facile. Mais moi-même, j'étais entrepreneur et je sais à quel point c'est difficile de pousser, pousser, pousser quand tout paraît être contre nous. Donc, bravo encore une fois, Mohamedou, et bon courage pour le reste. Merci à vous. Merci, Mohamedou. Sans plus tarder, on passe à notre deuxième entrepreneur, à notre deuxième société, Smart Card. Mahaman, est-ce que vous êtes prêt? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, vous avez exactement 5 minutes pour pitcher. À la fin des 5 minutes, je serai obligé de vous arrêter. Après, nous avons une vingtaine de minutes de Q&A. Je vous laisse partager votre écran et le minuteur commencera à dérouler au moment même où vous commencez à pitcher. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, très bien. Allez-y. Ok, moi je me nomme Timbo Mahaman, je suis le fondateur de la startup Smart Card que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui. Vous savez, ici en Afrique, les motos représentent environ 60% des moyens de déplacement. Et rien qu'au Mali, il y a 1 million de motos, selon les études qu'on a recueillies auprès de la mairie du district. Et le nombre est estimé à plus de 9 millions pour l'Afrique de l'Ouest et à 15 millions sur le continent. Et ce marché, c'est un marché qui va au-delà de plusieurs milliards de francs CFA selon le magazine Jeune Africa. Mais en fait, ce secteur est confronté à un sérieux problème qui est le vol des motos. Au Mali, chaque année, il y a 50 000 motos qui se font voler et ce problème ne se limite pas seulement au Mali, mais pratiquement
tous les pays de la sous-région sont confrontés à ces mêmes problèmes. Et aussi, il y a un manque de solutions de gestion de flotte dédiées spécialement aux motos, en fait. Donc, du coup, partant de là, moi-même étant victime d'un vol de moto, et nous avons réfléchi après plusieurs années de tests de recherche et de développement, nous avons pu trouver une solution optimale à ce problème qu'on a baptisé le Smart Track. Le Smart Track, c'est un mini traceur GPS qui a été conçu et adapté au marché local, en fait, adapté aux motos locales qu'on trouve ici. Et l'équipement permet de pouvoir effectuer la géolocalisation en temps réel et aussi la possibilité de pouvoir bloquer ou contrôler le moteur à distance. Et aussi, l'équipement peut être connecté à une commande RFID hein, pour l'armer ou désarmer les systèmes. Et enfin, nous avons mis en place une plateforme de suivi web et mobile avec assez de fonctionnalités qui permettent à nos clients de pouvoir bien gérer leur flotte. Notre modèle économique, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec des entreprises dans le B2B, mais aussi nous faisons du B2C avec les particuliers et il y a un service après-vente. Notre modèle se base sur deux concepts. Nous facturons en fait l'achat et l'installation de nos équipements aux clients à environ 50 euros. Et après, il y a un service derrière, c'est-à-dire l'accès à la plateforme, du data Internet, et le service, et l'assistance et la maintenance. Nous facturons ça à un abonnement mensuel en fait pour les clients et les clients nous payent environ 10 euros par mois et par moto. Nos clients, c'est beaucoup plus les taxis moto, hein, c'est un phénomène qui commence à avoir beaucoup d'ampleur ici au Mali. Il y a aussi la livraison telle que Ficasso. Ficasso fait partie de mes clients. Il y a aussi, nous avons eu des partenariats avec des vendeurs de motos, des concessionnaires de motos aussi, qui nous amènent assez de clients. Et toute entreprise a une flotte de véhicules, peut-être nos clients, et aussi des particuliers, un simple particulier qui veut sécuriser sa moto contre le vol aussi. Peut-être un de nos clients en fait. Vous voyez un peu le logo de quelques-uns de nos clients B2B. Notre avantage comparatif par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a une solution innovante et adaptée à un marché bien précis, des propositions financières accessibles aux clients ciblés. Nous avons un service après-vente de très bonne qualité hein, et enfin aussi nous avons des équipements durables et garantis. Tous nos équipements sont garantis 2 ans après l'achat. Traction, c'est une jeune entreprise, on a commencé il n'y a pas longtemps, hein, pour le dire, parce qu'on a passé pratiquement toute l'année 2018-2019 en phase de tests d'amélioration. Cette année, rien qu'en 2020, malgré la situation de Covid, nous avons pu effectuer 400 installations voilà, sur 400 motos. Et aussi, ceci nous a permis de faire un chiffre d'affaires de 50 000 euros environ. Nous avons remarqué aussi une croissance de plus de 100% comparé à ce qu'on avait à faire en 2019 où on a installé seulement 150 équipements. Et notre équipement nous a permis à nos clients de retrouver des motos volées. Cette année, il y a 15 motos qui ont été volées, qui ont été retrouvées grâce à notre système. Ficasso peut un peu en parler aussi. Et notre solution aussi suscite des intérêts. Nous sommes tout le temps appelés par des entreprises des pays de la sous-région qui sont intéressés par notre produit, ils veulent vraiment qu'on aille chez eux. Et enfin, notre solution, l'expansion de nos solutions est très facile parce que c'est une solution qui a été adaptée déjà au marché africain. Rapidement, quelques projections financières. Ici, nous sommes dit en 2021, l'objectif c'est d'équiper au minimum 1000 motos de notre solution. Et en 2022, 2500 motos. En 2023, 5000 motos. C'est vraiment, on a voulu rester optimiste en fait. Et du coup, aussi, on a un plan d'expansion et nous comptons vraiment nous étendre dans les pays de la sous-région vu que le besoin y est chez eux. Pardon, Mohamed, il vous reste 15 secondes. Ok, enfin, notre besoin en financement, nous avons besoin de 39 000 euros et ce montant sera utilisé majoritairement à effectuer des commandes d'équipement et avoir un stock conséquent pour faire face à la demande du marché. Aussi mettre à jour notre plateforme et nous ambitionnons de créer carrément une nouvelle plateforme beaucoup plus performante et aussi la communication et côté RH en fait. Merci bien pour vous, merci pour l'attention. Excellent, merci Mohamed et bravo pour cette brève et précise présentation, pile poil 5 minutes. Sans plus tarder, je donne la parole à notre très chers investisseurs pour poser leurs questions. Vous avez une quinzaine de minutes pour poser vos questions.
Est-ce qu'on peut mettre la dernière slide, qui est la slide avec les chiffres en background? C'est là? Non, celle d'après. La slide numéro 11. Non, là où met, ouais, celle-ci, ok. Moi, je pense que ce que vous faites a du sens parce que en ce moment, je suis en plein dedans. La majorité des solutions de tracking existantes, elles ont été développées en Europe, aux États-Unis, en Asie, et majoritairement pour traquer des flottes de voitures ou des flottes de camions, mais pas des flottes de motos. Donc, les systèmes et les coûts ne sont pas alignés avec les motos. Le coût de ce que vous faites est assez abordable. 50 € d'installation et 10 € par mois, c'est très abordable par rapport à ce qu'on trouve dans les autres plateformes existantes pour les motos. Donc, ça me paraît intéressant. On n'est pas rentré en détail de ce que faisait la solution et comment est-ce qu'elle était adaptée aux motos. J'ai vu qu'il y avait ces relais qui permettent de couper l'alimentation de la moto. J'aimerais voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Pour moi, ce qui me manque dans le secteur, ce que j'ai en ce moment, le besoin que j'ai, c'est une solution qui me permette à la fois d'avoir les paiements, l'activité commerciale de la moto, donc s'ils peuvent être liés à un système de paiement ou à une app telle que Ficasso, d'avoir les informations GPS sur le nombre de kilomètres effectués et de pouvoir aussi contrôler le relais de la moto pour pouvoir arrêter la moto, par exemple, à distance, de manière à ce qu'on puisse avoir un lien entre l'activité de la moto et le nombre de kilomètres et si la moto est on et off. Et donc, j'aimerais d'abord mieux comprendre ce que fait votre solution dans le détail et ce qui fait qu'elle est vraiment pertinente pour la gestion d'une flotte de moto, particulièrement d'une flotte de mototaxi ou d'une flotte de livreurs. Ok, merci bien pour la question. La solution, en fait, nous je pense que je vais même vous montrer un peu la petite balise que nous utilisons. Vous voyez un peu? Ouais, je vois, ouais, je vois. Ok. En fait, nous, c'est ça. Après, comme je disais dès le début, après quelques années de recherche et développement, nous nous sommes rendus compte en fait que sur le marché, c'est vrai, il y a beaucoup de sociétés qui font de la géolocalisation. Mais derrière, en réalité, ils utilisent des balises adaptées aux motos, aux véhicules et non aux motos, et des balises qui ne sont pas adaptées à notre environnement en fait. Donc, du coup, c'est partant de là que nous avons vraiment réfléchi. On a testé plusieurs types de balises et enfin, on a pu entrer en contact avec une usine de fabrication de balises. On s'est mis d'accord, nous leur envoyons nos plans, nos designs et en retour, ils font la conception de la solution comme nous le voulons en fait. Donc, du coup, après l'installation de la solution, nous donnons accès aux clients à l'application mobile et à une plateforme web de suivi. Et à travers directement la plateforme web de suivi ou l'application mobile, les clients peuvent en fait bloquer le moteur à distance. En fait, d'où le rôle de relais, comme vous l'avez bien dit. Et ce relais aussi, c'est un relais que nous utilisons spécialement parce que les relais que les usines fournissent, ce sont des relais qui ne sont pas adaptés à mon moto et ils ne peuvent pas faire le travail en fait. Donc, l'équipe a fait aussi beaucoup de recherches dans ce sens-là et nous utilisons un autre relais parallèle en fait. Et la photo même qui est là, ce n'est pas la photo du vrai relais que nous utilisons. Et Okay. maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu aussi. On peut bel et bien couper le moteur, on bloque le moteur à distance partout où la moto est, soit par système à travers l'Internet ou bien aussi par SMS. Mais très souvent, c'est le système d'Internet qu'on montre au client. Mais après, si, par exemple, en cas de vol et tout, et que le client a la fonctionnalité de bloquer le moteur à distance, on peut bel et bien bloquer le moteur à travers l'SMS. Maintenant aussi, par mesure de sécurité, même quand les clients bloquent le moteur à distance, notre système va analyser d'abord est-ce que la moto est en vitesse ou pas. Parce qu'il se peut que la moto se trouve sur une autoroute en vitesse. Quand tu bloques le moteur, donc là, ça va provoquer beaucoup d'accidents. Donc le système va analyser, voir est-ce que la vitesse est inférieure ou égale à 30 km à l'heure. Dès que la vitesse est inférieure ou égale à 30 km à l'heure, le système va maintenant éteindre la moto et du coup en toute sécurité. Dans les cas échéants, si la vitesse est supérieure à 30 km à l'heure, le système va attendre en fait. Dès que la vitesse arrivera à 30 km à l'heure, la commande va être automatiquement envoyée et la moto va s'éteindre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, je vois sur la partie relais. Et sur la partie software, si jamais j'ai une entreprise qui fait des mototaxis et que je veux s'assurer que les mototaxis payent avec Orange Money tous les jours, et si jamais ils n'ont pas payé et je veux que la moto s'arrête,
Est-ce que vous avez la possibilité de faire des intégrations API avec d'autres systèmes tels que les systèmes de paiement? Bon, pour l'instant, aujourd'hui, nous n'avons pas cette solution-là, d'où le besoin de ce fonds pour développer une nouvelle application, hein, parce que l'objectif, c'est de permettre à ces sociétés de mototaxi de faire même du matching entre la course commandée et notre solution de suivi, de telle sorte que de savoir que tel chauffeur est en train de faire telle course, en fait, d'attribuer des tâches au chauffeur. Et pourquoi pas ces modalités de paiement que vous avez dit, si le client, si le chauffeur ne paye pas sur une journée ou 2 jours, que le système bloque automatiquement, envoie la commande et bloque le moteur automatiquement. Je pense que c'est des possibilités à faire. On est vraiment flexible, hein. C'est un peu aussi l'avantage de notre solution. Ok, ça marche, c'est clair. Pour ma part, oui. Pour ma part, ça serait plus par rapport à vos clients. Tous ceux que vous avez listés, ils sont tous au Mali, c'est bien ça pour l'instant? Oui, tous nos clients sont au Mali. On avait commencé à exporter vers la Guinée. On a un représentant là-bas, mais compte tenu de la situation de Covid et aussi la situation sociopolitique de là-bas même, on a arrêté d'abord le process. En fait, avec nous, notre solution, le besoin dans la sous-région hier, hein, le besoin est vraiment là. Et donc, du coup, le problème, ce n'est pas l'expansion, mais c'est vraiment de pouvoir nous vraiment mûrir d'abord, avoir une solution solide. Par exemple, ce que M. Maxime vient, la suggestion que M. Maxime vient de faire, nous tendons vers cela en fait. Du coup, parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients, c'est des professionnels et des mototaxis même. Pour ne pas dire, même hier, on a effectué une cinquantaine de motos. On a effectué l'installation sur une cinquantaine de motos qui seront dédiées uniquement aux mototaxis. C'est un phénomène qui commence vraiment à prendre du mode. Et nous voulons adapter notre solution aux besoins de ces clients. D'accord, merci. Merci. Joseph? Oui, merci beaucoup, Maman, pour ta présentation. Elle était bien fait, bien présentée. Encore une fois, enfin, c'est un secteur qui est un peu nouveau pour moi aussi, je ne connais pas trop. Alors, ma question, c'est une question assez technique. C'est vraiment par rapport à, à- à l'équipement de tracking, en fait. Comment est-ce que c'est installé dans la moto? C'est vrai que là, on parle d'innovation, mais du côté des voleurs aussi, ils sont très innovants. Du coup, qu'est-ce qui me dit que, enfin, au Mali, vu votre activité, elle commence à prendre enfin, commence à être renommée, les voleurs aussi s'adaptent, ils se disent que ils connaissent un peu l'activité. Mais qu'est-ce qui me dit que quand je vole un vélo, plutôt une moto, une mobilette, je peux pas dévisser le truc et après, enfin, techniquement parlant, comment ça se passe à ce niveau-là? Okay, je pense que sans rentrer beaucoup plus dans la spécificité technique des équipements, je dirais que l'installation est effectuée par une équipe professionnelle et une équipe de techniciens professionnels. Nous avons pensé à tout cela en fait. Primo, nous ne plaçons pas la balise chaque fois au même endroit. Ça, c'est un. Pour des mesures de sécurité, parce qu'on s'était dit, quelqu'un de mal intentionné ou un voleur peut nous amener sa moto, on installe la balise, après il parle de monter la moto, en une journée il peut retrouver la balise. C'est vrai, la taille de l'équipement est très importante, la taille de notre équipement est très petite, mais sur une moto, durant une journée, c'est facile de retrouver la solution. Du coup, ça fait qu'on ne place pas la solution tout le temps au même endroit. Ça, c'est les techniciens ont plusieurs endroits là où placer. De deux, notre balise est équipée d'une batterie interne. Donc, dès le moment que même les chauffeurs, même quand les voleurs vont couper l'alimentation même de la moto, la batterie de la moto, automatiquement la batterie interne de notre équipement prend le relais et ça nous envoie des notifications en disant que, attention, l'alimentation principale vient d'être coupée et c'est l'alimentation interne qui vient de prendre le relais. Donc, allez-y voir maintenant. Ça nous alerte en fait. Et aussi, on peut mettre des systèmes d'alerte, hein, tels que quand quelqu'un touche même à l'équipement, la main, quand la main de quelqu'un touche à l'équipement, nous recevons automatiquement des notifications d'alerte, de vibrations ou de sabotage en fait. C'est des systèmes de sécurité que nous avons mis en place.
Et Super. aussi, notre balise est dotée aussi de capteurs 3D qu'on appelle accéléromètre qui permet à nos clients, nous n'avons pas totalement fini avec cette petite fonctionnalité, mais ça sera début janvier opérationnel. Ça va permettre à nos clients de pouvoir savoir le style de conduite du chauffeur. Est-ce que le chauffeur il roule la moto doucement ou bien les excès de vitesse, les accélérations brusques, les freinages brusques, les virages serrés. Donc, le système va même noter les chauffeurs de façon automatique à travers les informations qui seront récupérées à partir de la balise, tels tous les mots éco-conduite. L'option existe pour les véhicules, hein, mais pour les motos, nous n'avons pas vu et on nous avons dit que ça pourrait être un plus pour nos clients de savoir, ah, tel chauffeur conduit très mal la moto, même si les clients ne le notent pas. Ici, très souvent, les clients de mototaxi, même quand on va leur demander leurs avis, ils diront, bon, si je dis qu'il n'a pas bien fait, peut-être il risque d'être renvoyé, donc je préfère me taire. Donc, la solution va leur permettre, en fait, dans ce sens-là, de savoir déjà des informations sur ça. Parfait, parfait, parfait. Du coup, ceci étant, vu que tu parles vous avez parlé plutôt enfin, c'est vraiment bien expliqué, pour moi c'est assez clair, niveau sécurité, etc. Donc, en fait, ça nécessite en fait une veille technologique, en fait, une grosse veille. Est-ce que derrière, il y a une équipe qui suit ça H24 c'est vrai, avec tout ce flux d'informations qui va venir, comment vous assurez d'être vraiment, de bien suivre en fait l'information? Après l'installation, on donne accès déjà aux clients. Les clients même peuvent suivre carrément sa flotte de motos. Hein. On lui donnera accès à la plateforme, à l'application mobile et son équipe sera formée sur l'utilisation. Mais derrière, en fait, nous serons toujours là parce que nous allons recevoir, même quand nous ne sommes pas devant l'ordinateur, nous allons recevoir des notifications sur notre téléphone, en fait, sur les smartphones et nous saurons s'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va bien. Et pour la petite histoire, Picasso, il s'est fait voler une moto à 2 reprises dans la même semaine. Et grâce à notre système, on a pu retrouver la moto 2 fois en une semaine. Okay. La première fois, on a même trouvé qu'ils avaient déjà désossé la moto. Hein. Ils voulaient même faire descendre le moteur, mais l'efficacité du système, ils n'ont pas vu où est-ce que le système se cache. D'où je vous dis que côté placement, les clients ne savent même pas où notre solution est placée parce que lors de l'installation, le client n'est pas là en fait. Ok. Et ma dernière question, elle est relative à la concurrence en fait. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Et voilà. Aujourd'hui, malgré que nous n'avons pas eu beaucoup d'années d'expérience, mais nous nous positionnons très bien par rapport à la concurrence parce que nous avons choisi quelque chose que la concurrence même a de la difficulté à résoudre, c'est-à-dire le problème des motos en fait. Tu vas voir que la concurrence ici, ils font beaucoup plus de véhicules. Les véhicules poids légers, les poids lourds et tout ce qui suit. Et même quand ils vont toucher à la moto, soit c'est beaucoup plus cher et leurs solutions ne sont pas adaptées aux motos. Tu vas voir, en un mois, 2 mois, dès que le gars va aller laver la moto, l'eau va poser problème sur l'équipement ou même les fonctionnalités de l'équipement ne permettent pas aux entreprises qui font de la mototaxi ou de la livraison de pouvoir vraiment avoir des données analytiques sur les déplacements des flottes, de la flotte, combien de kilomètres, savoir est-ce que le moteur a été démarré ou pas, combien de fois, le temps de trajet, le temps de kilométrage parcouru par trajet, le temps de stationnement. Vraiment, il y a assez d'informations qui leur permettent d'analyser, en fait, de faire des analyses et les faciliter dans la prise de décision. Merci. Bon pour moi. Excellent. Merci pour vos questions et bravo, Mahaman, pour vos réponses très précises. Passons tout de suite à l'avis des anges. Comme vous le savez, vous pouvez choisir d'investir tout de suite ou alors demander plus de détails pendant des réunions dans les prochaines semaines ou alors exprimer votre non-intérêt pour cette startup. Pendant ce temps-là, il y a le poll qui s'affiche devant vous. N'hésitez pas à répondre. Qui veut commencer? Je peux bien commencer, s'il vous plaît. Vas-y, Joseph. Allez. Ok. Franchement, merci beaucoup, Maman, pour ta très belle présentation. Moi, honnêtement,
je souhaiterais en savoir un peu plus. Donc, pourquoi pas aller sur une due deal et analyser cela bien en profondeur. C'est vrai que ton activité, elle est un peu liée à celle qu'on a présentée un peu avant, parce que l'une est fournisseur de l'autre, etc. Et honnêtement, oui, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus et, in fine, apporter quelque chose financièrement. Après, l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est au niveau des ressources humaines. Donc, je ne sais pas où vous en êtes niveau ressources humaines, s'il y a ce besoin-là aussi d'un point de vue financier. Voilà. Je pourrais être disponible financièrement, disponible aussi pour apporter mon expertise un peu financière, connaissance technique pour ça. Donc, voilà. Mais c'est à discuter. Voilà. Mais c'est intéressant, ça m'intéresse. Excellent, merci. Et j'ai hâte d'organiser personnellement les prochaines, de vous mettre en contact juste après l'émission et vous laisser organiser les prochaines réunions d'approfondissement dans la startup. À qui le tour? Maxime, Samar, avez-vous des avis? Ça marche, je vous en prie. Comme vous voulez. Oui, alors j'ai envie d'en savoir plus. Malheureusement, je suis pas la mieux qualifiée au sein du réseau. On a au sein du réseau des experts très pointus sur le domaine qui ont fait la même chose ici en France, mais plus pour les véhicules, pas pour les motos, je crois. En tous les cas, je parle sous leur contrôle. Et du coup, je suis vraiment intéressée d'aller plus loin pour faire une due deal, effectivement, sur ce projet. Excellent. On a deux investisseurs qui sont intéressés à chercher plus de détails dans votre business. Place au troisième. Mais ce qui me concerne, je pense qu'il y a des fondamentaux intéressants, que ce soit notamment l'intuition de faire quelque chose uniquement dédié aux motos en Afrique et les différentes manières dont vous installez les relais et les technologies que vous utilisez. Moi, j'aimerais commencer par être client pour pouvoir bien comprendre la technologie, comment ça marche. Surtout que je fais beaucoup de leasing de motos, donc je suis vraiment à fond dans le secteur pour pouvoir éventuellement ensuite regarder la possibilité d'investir dans les équipements pour vous aider à développer le business. Très bien. Que demander de mieux? Vous avez trois anges qui veulent en savoir plus. Je vais faire l'intro par email juste après l'épisode. En tout cas, j'ai été ravi de vous avoir ce soir. Deux très bons entrepreneurs pointus avec beaucoup de potentiel au Mali. Trois investisseurs qui s'y connaissent beaucoup en Afrique et une audience très active. Je ne pouvais pas demander mieux. Merci encore une fois d'être fidèle à notre émission. N'oubliez pas que le NEST, c'est chaque jeudi. Et concernant le changement d'heure, parce que je viens de voir, il y a plus d'audience maintenant qu'il y a 1 heure. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu confus par le changement d'heure européen. Donc, le NEST, c'est toujours à 17h, heure du Lagos. Donc, c'est 17h, heure de Paris. Donc, voilà, gardez en tête que c'est toujours 17h, heure de Paris. J'espère vous voir la semaine prochaine et celle d'après. Et pendant les prochains mois, vous pouvez vous abonner à notre calendrier qui est dans la chatbox. En tout cas, merci encore d'avoir été parmi nous ce soir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Kiyen. Et je suis aussi preneuse de la mise en relation avec Ficasso, s'il te plaît. Très bien, ça marche. Je ferai ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci, Kian. Merci aux entrepreneurs. Au revoir. Au revoir.